Bonjour, je m'appelle Hamdi Lika, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Kérouan, précisément à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, au département de philosophie depuis 2009. Je suis docteur de Paris 4 en philosophie, spécialité logique et épistémologie, philosophie du langage. J'ai été formé en France, entre l'Université de Picardie et Amiens, où j'ai passé une licence de philosophie, et entre l'Université Paris 1 par un DEA et l'Université de Paris 4 par une thèse d'université soutenue en 2000, sous la direction de Pascal Rochelle. Le sujet de ma thèse était le réalisme en mathématiques chez un philosophe américain contemporain et sa critique dans quelques programmes qui étaient en cours à l'époque dans le champ de la philosophie des mathématiques, américaine des mathématiques. Depuis la soutenance de ma thèse, j'ai continué à travailler dans le cadre de ma recherche, c'est-à-dire sur des questions qui relèvent de la philosophie du langage et de la philosophie des mathématiques, mais j'ai toujours gardé un peu le cap sur Quine et sur la philosophie analytique. Donc en 2004, j'ai été qualifié aux fonctions en France de maître de conférence, spécialité histoire, épistémologie, histoire des sciences et épistémologie, ainsi que dans le domaine de la philosophie. Et j'ai pu intégrer une équipe de recherche rattachée à la maison d'Auguste Kant à Paris, sous la direction de Madame Angèle Prima-Maïti, qui dirigeait aussi à l'époque la revue Dogma. Donc depuis la soutenance de ma thèse, j'ai continué à publier des articles et à travailler sur un projet de livre qui a vu le jour en 2007 chez Lamentin, dans le cadre d'une collection dirigée par Angèle Prima-Maïti, et j'ai continué à travailler avec d'autres universitaires dans le cadre des activités de recherche rattachées à la maison d'Auguste Kant à Paris. À partir de 2009, j'étais recruté à l'université de Kérouan en qualité d'assistant, et j'avais la charge d'enseigner la logique et l'épistémologie en licence de philosophie. Et bien sûr, depuis 2009, j'occupe ce poste d'enseignant-chercheur, et je travaille en parallèle à mes tâches d'enseignant, des tâches pédagogiques. J'ai organisé, contribué et participé à plusieurs activités de recherche scientifique, que ce soit des journées, que ce soit des colloques internationaux. Et j'ai pu continuer mes recherches par des publications dans des revues de philosophie. Mais la ligne, c'était toujours de continuer d'approfondir mes recherches dans le domaine de la philosophie analytique, et précisément sur la philosophie quantienne, de la logique et des sciences de façon générale. Alors, étant donné mon appartenance à la forme, on peut dire, ou le type analytique en philosophie, j'étais toujours fasciné par un petit livre, un petit traité de logique et de philosophie à la fois, écrit et publié en 1922 par Wittgenstein, qui porte le titre Tractatus Logico-Philosophicus. Donc ce traité change un peu la définition de la philosophie et constitue un tournant réel dans la conception et la pratique de la philosophie. Donc, étant donné cette appartenance et cette fascination pour ce traité, j'opte plus vers la définition de la philosophie comme liée à l'activité et à l'action, plutôt que la construction d'une théorie ou de la fabrication d'un contenu de connaissance. Alors, la philosophie, pour moi, c'est vrai, c'est un art de vivre, un style de penser, etc., mais quand même, ça reste quelque chose qui est lié à l'action et au contexte. Et je ne peux pas donc pratiquer et comprendre la philosophie autrement que dans le contexte de mes relations
avec tout ce qui m'entoure et qui fait partie bien sûr du monde dans lequel je vis. Alors, animé par le même esprit de recherche que je tenais depuis les années de ma formation, ou les années de ma thèse et même après, c'est-à-dire dans le cadre des activités de recherche en tant que vice-président de la maison d'Auguste Comte à Paris. Donc animé par cet même esprit, j'ai continué une fois recruté en Tunisie, en qualité de maître assistant de logique et d'épistémologie de philosophie à l'Université de Clermont. J'ai continué à développer mes recherches et bien sûr à présenter des travaux qui sont étroitement liés à mon enseignement en vérité, parce que je ne peux pas séparer les deux, je ne peux pas séparer l'enseignement de la recherche. Et donc jusqu'à à peu près début l'année 2022, juste précisément en janvier, où j'ai décidé de fonder une revue qui s'appelle Al-Mukhatabat, qui est une revue trimestrielle, trilingue, et spécialisée en épistémologie. Et bien sûr, c'est une revue qui va me permettre à la fois aussi de créer un espace de travail et de recherche, et aussi de trouver les conditions pour combler quelques insuffisances dans la recherche philosophique liée à la philosophie du langage et des sciences en Tunisie. Donc Al-Mukhatabat, c'est une revue qui a commencé en 2012, et j'ai eu la chance d'avoir le soutien de beaucoup d'universitaires du monde, et surtout d'avoir un comité de rédaction très performant et important, et de commencer à publier des travaux qui sont d'une importance considérable dans le domaine, et à développer cet espace de dialogue, de recherche et de publication. Et nous sommes aujourd'hui arrivés au numéro 45, c'est-à-dire on commence l'année 2023 par ce numéro 45 où nous publions les actes d'un colloque qui a été organisé en Roumanie en octobre 2022 et qui porte sur des thèmes très intéressants aujourd'hui, que sont l'immigration, le droit des minorités, etc., dans des sociétés qui sont devenues de plus en plus complexes. Donc ça a permis une ouverture de mes recherches sur un peu les possibilités de lier tous les travaux sur le langage et sur les sciences aux questions qui se posent dans le domaine des sciences sociales humaines, et à questionner, surtout en Tunisie, le statut de l'enseignement des humanités, des sciences humaines sociales, par rapport à celui des sciences exactes dans les institutions académiques en Tunisie. Alors, par cet outil que représente la revue, Al-Mukhatabat, j'essaie un petit peu de contribuer, même modestement, avec d'autres projets qui se développent en parallèle dans l'université tunisienne, et surtout des projets qui ayant trait à la philosophie et à la pensée rationnelle de manière générale. J'essaie de contribuer à faire avancer un peu la recherche qui est, avouons-le, dans un état un peu très compliqué et très insuffisant. Donc je pense profiter de cet outil que j'ai créé, que nous avons créé avec des collègues appartenant à des universités en France, en Italie, dans les pays du Golfe, et en Amérique, et en Italie par exemple, etc. Nous espérons contribuer à la fois à valoriser la recherche sur des questions philosophiques en Tunisie, et faire en sorte que la recherche en Tunisie avance sur ces questions-là, surtout avance en fonction des critères et des paramètres de scientificité propres à la recherche mondiale dans ce domaine. Donc j'ai toujours associé mon travail d'enseignant à ça, et je trouve que on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, et j'essaye, même si je ne peux pas me prétendre que j'ai une vue assez globale sur tous les problèmes et toutes les complexités liées à cet état de recherche, mais je pense
militer, travailler dans l'action sur le terrain avec d'autres à ce que cet état avance et s'améliore année après année. Merci. Alors, il est très difficile aujourd'hui de regarder la philosophie comme ça a été toujours le cas depuis le début ou l'aube de sa pratique chez les Grecs, etc. Donc, je crois que la philosophie aujourd'hui doit changer. Je crois que le courant analytique en philosophie, le type de philosophie analytique a permis de nous rendre de plus en plus conscients de ça, qu'il faut que notre façon de faire de la philo, notre manière de l'enseigner et de la pratiquer doit changer. Alors je m'associe à ça et je suis plutôt j'adopte une définition de la philosophie qui me rend beaucoup plus proche du courant analytique, de la philosophie qui repose sur l'analyse et sur la clarté, la précision, et sur l'utilisation surtout des concepts et des notions scientifiques dans le domaine de la pensée et de la réflexion, et tout en bien sûr en associant toujours la philosophie, même si ces méthodes ont changé, même si on est obligé de pousser vers une nouvelle compréhension du travail de la philosophie, je reste toujours attaché à ce que la philosophie reste un art de vivre. Il reste bien sûr le domaine des valeurs éthiques les plus fondamentales, et surtout la philosophie doit rester toujours humaine, c'est-à-dire c'est un peu le point où culmine la créativité humaine, et en ce sens que je trouve que la philosophie, sous sa forme surtout analytique, scientifique, etc., telle que on peut la trouver chez Quine, par exemple, ou chez bien d'autres, la philosophie doit être aussi une source d'inspiration et d'amélioration et de progrès pour toutes les autres activités, que ce soit les activités proprement scientifiques ou les activités qui sont liées à d'autres secteurs de la créativité humaine, comme la poésie, la littérature, aussi les sciences sociales humaines, où toujours la philosophie reste le moteur de leur progrès et le moteur de leur restructuration en tant qu'approche disciplinaire. Alors bien sûr, je reste toujours enseignant, chercheur, je donne la priorité à mes activités pédagogiques en classe avec les étudiants, et je suis toujours en communication, donc j'essaie toujours de bien gérer ma classe et de bien communiquer et de développer cet enseignement de façon toujours interactive et communicationnelle avec mes étudiants. Alors dans ce cadre-là, je reste toujours proche des étudiants et je leur donne des conseils que je trouve essentiels pour leur cheminement et pour leur avenir en général, en tant que futur, bien sûr, en tant qu'actuel doctorant-chercheur et futur aussi universitaire et enseignant. Donc la première chose, c'est de bien choisir son domaine, c'est-à-dire il faut faire les choses avec patience et bien choisir le problème sur lequel on veut travailler, se spécialiser, le problème qu'on veut creuser, etc. Et bien sûr, c'est pas suffisant. Le choix du problème, le fait d'être engagé sur ce problème et d'avoir une patience et même d'être un peu inquiété et d'être angoissé par ce problème, c'est pas suffisant. Il faut aussi être bien formé pour pouvoir aborder et traiter ce problème. C'est-à-dire, il y a des questions de méthode, mais aussi les questions de formation. Je crois qu'il y a la formation fondamentale. Il faut toujours revenir aux fondamentaux de la discipline à laquelle sont rattachés ces problèmes. Il faut toujours maîtriser et affiner tous les outils qui se rapportent à ce domaine de spécialisation. Et bien sûr, il faut surtout éviter tout ce qui est plagiat, ça c'est très important, et essayer de développer de façon inédite et originale, authentique, sa propre pensée, quitte à faire des erreurs, à se faire corriger constamment. Et le but, c'est d'arriver un petit peu à ajuster
sa propre expérience en fonction de données réelles et non pas en essayant de répéter des questions qui ont été ressassées ou bien copier les idées des autres. Et je trouve ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner à un étudiant, c'est de pouvoir être free son chemin personnel, de choisir sa voie et d'écouter sa voix intérieure et développer, bien sûr, son approche en fonction de ces ingrédients qui sont très, très essentiels aujourd'hui. Donc, le conseil, c'est toujours donner de l'importance à la revue de littérature, c'est très important. Il faut toujours se mesurer avec les autres et voir quel est l'intérêt de ma propre recherche pour soit l'institution à laquelle j'appartiens ou la société de façon générale. C'est-à-dire comment je puisse être utile pour mon institution, pour ma spécialité et pour la société dans laquelle je vis en choisissant ce chemin, en choisissant cette problématique. Donc, il faut écouter bien sûr sa voix intérieure, faire les choses dans les termes d'une certaine originalité, mais aussi savoir travailler avec les autres et continuer quelque chose qui a été peut-être entamé, commencé, construit par d'autres.